ce qui en passe notre dernier exposé, Jean-Christophe Weber. Merci. Pas besoin de le présenter. Alors, je donne un titre un petit peu plus... un petit peu mieux rédigé enfin, que ce que j'avais prévu. Donc j'ai parlé de Deleuze et Maldinet, du rapport Deleuze-Maldinet, et indirectement du rapport de Deleuze à Merleau-Ponty. C'est pourquoi je retiens comme titre une expression qu'on trouve dans le livre de Deleuze sur Bacon, le doute de Bacon, qui évidemment fait référence au texte de Merleau-Ponty sur Cézanne. Alors dans le livre sur Bacon, Merleau-Ponty et Maldinet occupent d'abord de concert une place de premier plan. Ils l'occupent à vrai dire à travers Cézanne, car c'est Cézanne qui donne son nom à la voie de la figure, également empruntée par Bacon, à la seconde des deux manières, avec l'abstraction, Mondrian, le diagramme comme code, etc. Donc à la seconde des deux manières, avec l'abstraction, de dépasser la figuration, la fiction, le narratif. Ce nom simple, c'est la sensation. Tous deux, Merleau-Ponty et Maldinet, ont donc d'abord eu le mérite d'avoir reconnu dans le moment pathique, non figuratif, de la sensation cézannienne, la base d'une esthétique possible. Laissons de côté le fait que pour les phénoménologues que sont Maldinet et Merleau-Ponty, et que n'est pas Deleuze, le moment pathique est la base de toute esthétique possible, et non pas seulement de l'esthétique de la figure, c'est-à-dire le fait que la phénoménologie ramène toute esthétique possible peut-être à l'esthétique de la sensation. Notons seulement que la voie de la figure ou de la sensation est celle de la chair, celle de la forme abstraite, la voie de l'os, et que leur distinction partage la chair et l'os, les met à part l'un de l'autre. De sorte que nous allons le voir, le problème majeur qui va se poser à l'esthétique de la figure, problème qui surgit au milieu du chapitre 7 de Qu'est-ce que la philosophie, enfin, chapitre 7 consacré à l'esthétique, dans Qu'est-ce que la philosophie, sera celui, je cite, de faire tenir debout la chair trop tendre, découplée de l'ossature, la sensation découplée du cerveau. Or, singulièrement, c'est à l'occasion de ce problème que Deleuze désolidarisera Merleau-Ponty et Maldinet, que pour poursuivre sur la voie cézannienne d'une esthétique de la sensation ou de la figure, Deleuze dénoncera l'insuffisance de la chair, critiquera Merleau-Ponty, et avec lui une certaine perspective phénoménologique sur la sensation, pour affirmer en quelque sorte, je dirais, un cézanisme plus complet, celui de Maldinet, qui s'explique par la mobilisation de concepts dynamiques empruntés à la psychopathologie et à la théorie des pulsions. Alors, au début du chapitre 4 du Bacon, l'ordinateur ne fait pas ce qu'il faut. Donc, au début du chapitre 4 du Bacon, intitulé Peinture et sensation, Deleuze cite donc ensemble Merleau-Ponty et Maldinet, et peut-être déjà plus précisément Maldinet, dont il reproduit dans le corps de son texte, sans ouvrir de guillemets, certains énoncés tirés de l'article 66, repris dans Regard, Parole, Espace, dont vous avez parlé tout à l'heure, le dévoilement de la dimension esthétique dans la pensée d'Erwin Strauss. La phénoménologie du sentir d'Erwin Strauss, opposée par Maldinet comme par Deleuze à la méconnaissance du sentir dans la phénoménologie hegelienne, y est mobilisée comme une expression adéquate de la sensation au sens que lui donne Cézanne. Paraphrasant donc et commentant Erwin Strauss, Maldinet écrit, je cite, « La polarité sujet-objet d'un sujet qui subjecte le monde et qui en même temps se distingue du monde-objet n'est pas niable, mais elle est seconde, et n'est possible qu'à partir d'une situation plus originaire, celle du sentir. La certitude sensible un peu plus loin du sentir n'a pas son destin, comme le pense Hegel dans la vérité du percevoir, mais le sentir lui-même, mais le sentir a lui-même sa vérité. Le moi du sentir est une réceptivité ouverte et remplie. Puis, il cite Strauss, je ne deviens qu'en tant que quelque chose arrive, et il m'arrive quelque chose pour moi qu'en tant que je deviens. Fin de citation. Enfin, il ajoute, on peut parler de l'être à du sentir comme d'un être avec le monde plutôt que d'un être au monde. Donc voilà le texte de Maldinet, citation d'Erwin Strauss inclus. Deleuze, dans le Bacon, décalque approximativement le texte de Maldinet,
auquel il renvoie en note, il écrit en effet, je cite, « La sensation a une face tournée vers le sujet, le mouvement vital, etc., et une face tournée vers l'objet, l'événement, etc. Ou plutôt, elle n'a pas de face du tout, elle est les deux choses indissolublement, elle est être au monde, comme disent les phénoménologues. Deux points, à la fois je deviens dans la sensation, et quelque chose arrive par la sensation, l'un par l'autre, l'un dans l'autre, et à la limite, c'est le même corps qui la donne et qui la reçoit, qui est à la fois objet et sujet. Ce que je veux souligner, alors évidemment, là, vous n'avez pas le texte sous les yeux, on ne peut pas le projeter, mais que dans le texte de Deleuze, on a la citation d'Erwin Strauss de Maldinet, réécrite avec un soulignement, je vais le commenter, à la fois je deviens, il souligne deviens dans la sensation, et quelque chose arrive, et il souligne arrive par la sensation. Bon. Donc, manière ici de transférer le texte d'Erwin Strauss cité par Maldinet dans le corps même du texte deleuzien, et avec, évidemment, ça ne vous aura pas échappé, mais c'est ça que je vais commenter, un déplacement, puisqu'il dit de cela, précisément, que cela se dit être au monde, comme disent les phénoménologues, alors que, tout à l'heure, Maldinet disait non, ça ne se dit pas être au monde, ça se dit être avec le monde. Donc c'est tous ces déplacements que je voudrais commencer par faire. Alors dans un article récent consacré à une étude linguistique du corpus deleuzien, paru dans le Moment philosophique des années 60 en France, le volume qui est paru aux presses universitaires de France, Sylvain Loiseau et François Rastier ont montré la part des emprunts et des collages dans les différentes tactiques d'écriture de Deleuze. Des lexèmes marqués positivement ou négativement contribuent, en saturant certaines séquences du texte ou de l'œuvre, par leur surreprésentation, à construire une sorte de discours d'accueil, ou plutôt, je dirais, une machine de capture de concepts exogènes. Ici, les lexèmes deleuziens, un peu bergsoniens aussi, de capture, organisés selon la double série du subjectif, mouvement vital, je deviens, et de l'objectif, l'événement, quelque chose arrive, permettent une complète appropriation de la formule maldinéso-straussienne, que je recite, « Je ne deviens qu'en tant que quelque chose arrive, et il m'arrive quelque chose pour moi qu'en tant que je deviens. » Le texte et le vocabulaire maldinésien, par cette capture, comme dans toute capture, devient indiscernable comme tel, entre dans l'économie impersonnelle du texte deleuzien, pour autant que la tactique d'écriture mise en œuvre par Deleuze est aussi bien une tactique d'impersonnalisation. L'appropriation ne va pas toutefois sans opérer un déplacement. La réciprocité du devenir et de l'événement, contentons-nous pour l'instant simplement de le noter, s'interprétant singulièrement plutôt comme simultanéité des contraires. Puisqu'il écrit « à la fois je deviens et quelque chose arrive », à la fois objet et sujet. Elle marque également la place du lexème inappropriable, non impersonnalisable, toujours distinguable. Je cite, « elle est être au monde comme disent les phénoménologues ». Ce qui donc rejette l'expression hors de lexique deleuzien, capturé, incorporé. Être au monde est ce que disent les phénoménologues de cette simultanéité contradictoire de l'objectif et du subjectif, du vital et de l'événement. Or, le plus remarquable est que Maldinet, précisément, je viens de le dire, commentant la citation de Strauss, souligne qu'il convient mieux de parler de l'être à du sentir comme d'un être avec le monde, un Mitsein, plutôt que d'un être au monde. Difficile de croire que Deleuze, en montant son appareil de capture lexicale, n'ait pas prêté attention à la distinction faite par Maldinet et à son interprétation de l'être à comme être avec, dans le cas précis où il s'agit du sentir. On ne peut pas supposer qu'il a recopié comme ça, rapidement ou de mémoire, ou à partir d'une note vite prise. La distinction est en effet décisive et éclaire le point de rupture avec Merleau-Ponty. La manière dont la machine de capture des lexèmes phénoménologiques merleau-pontiens, premier chef évidemment la chair, aboutit dans la critique la plus radicale de la phénoménologie merleau-pontienne de l'art. C'est ça que je vais essayer de montrer. En déterminant la sensation comme être avec le monde plutôt qu'être au monde, Maldinet veut d'abord, à la suite de Strauss, préserver le pathique du gnosique, la dimension intérieure du sentir comme communication avec des données ilétiques avant et en dehors de toute visée d'une quelconque objectivité. Dans Le Grand Bleu Roux de la vieille au chapelet, Cézanne, je cite ici Maldinet, communique avec un monde enfoui que son art seul exhumera en lui donnant lieu dans une œuvre. L'avec
signifie donc d'abord cette dimension intuitive, sensible, préconceptuelle du sentir, son contact avec un monde encore enfoui. Mais il signifie aussi, et par là même, par cette dimension préconceptuelle de contact avec un monde non objectif, une certaine articulation spatio-temporelle du sentir ou de la sensation que, dans le troisième article cité par Deleuze, toujours en note de la première page du paragraphe 4 de son Bacon, à savoir l'art et le pouvoir du fond, Maldiné définira comme, je cite, « tension du proche lointain, inapprochable proximité et inéloignable éloignement, le contact ou la sensation comportant à la fois, comme l'image ou le Bild qui dans l'art est contemporain, un mouvement d'exaltation diastolique et de recueillement systolique, d'abandon au monde et de recueil du monde, d'enveloppement et de détachement. La simultanéité contradictoire de l'objectif et du subjectif, en quoi consistait déjà la sensation, étant également polarisation dépolarisante de deux tensions motrices, ou plus exactement pour le dire dans les termes de la psychopathologie binzangerienne zondienne qu'utilise Maldiné, les deux facteurs pulsionnels M, maniaque, et D, dépressif, de notre communication avec le monde. Je cite Maldiné. La respiration diastolique-systolique de la sensation étant ce à quoi répond, dans le système pulsionnel de Zondi, le vecteur du moi, dit vecteur SCH, c'est-à-dire schizophrénique. Je reprends, la communication avec un monde qui n'a pas encore cristallisé en objet, être avec le monde, c'est ça que... avec un vécu originaire non thématique, avec un phénomène, voire avec la phénoménalité même avant toute référence à un objet perçu, bref, le moment pathique qui définit en propre la sensation, parce qu'il est originairement articulé selon ce double mouvement de l'expansion et du recueil, selon la polarité du maniaque et du dépressif propre au contact avec le proche lointain, ne concerne pas un quoi, mais un comment. La question que pose la sensation, la question que se pose l'art qui choisit la voie de la sensation ou de la figure, est au fond la question suivante. Comment articuler spatio-temporellement le contact? Comment respirer selon le double mouvement diastolique-systolique, le double mouvement maniaque-dépressif, ou bien, si l'on veut, comment se faire un moi au sens zondien du terme? Maldiné rappelle ce que Van Gogh écrivait à Théo, je cite, « Pour atteindre à la haute note jaune de cet été, il a bien fallu se monter le cou un peu. » On va chercher un peu ce que voulait dire se monter le cou, parce que c'est une expression un peu ancienne. Par l'expression se monter le cou, et en réalité ça pourrait s'écrire avec un P, enfin ça s'écrit avec un P dans le texte, mais ça pourrait s'écrire sans P aussi, hein, c'est aussi se monter le cou. Il faut entendre quelque chose comme se faire des illusions, en faire à croire, et comme l'orthographe en est mal fixé, je viens de le dire, se monter le col, afficher des prétentions. C'est ces deux sens-là. La première moitié du chapitre 7 de Qu'est-ce que la philosophie, donc Deleuze, Percept, Affect et Concept, est entièrement dominée à travers la surreprésentation du lexique maldinésien, le motif, le mal, hein, le monument, Denkmal, et même la puissance du fond, etc., je n'insiste pas, et ainsi que la référence associée à la fabulation bergsonienne comme faculté visionnaire fabricatrice de géants par cette problématique, hein, totalement habitée par cette problématique. Pour s'élever à la sensation comme bloc de percept et d'affect, pour s'élever au jaune de Van Gogh comme pur être de sensation, il faut la fabulation. Il faut se monter le cou, fictionner une image, fabriquer un géant. C'est toute la première partie du chapitre 7, avant qu'on en vienne précisément à ce cœur, à ce centre qui est le moment critique tourné contre Merleau-Ponty et contre la chair, est entièrement dominé précisément par cette thématique de la fabulation comme fabrication d'un géant. Ce que Deleuze, après Maldiné, exprime simplement, je cite, « À chaque fois, il faut le style, la syntaxe d'un écrivain, les modes et rythmes d'un musicien, les traits et les couleurs d'un peintre,
pour s'élever des perceptions vécues au percept, des affections vécues à l'affect. La question comment, par conséquent, comment équilibrer la diastole et la systole, comment équilibrer la tension du proche et du lointain, l'émanation et la concentration, cette question est la question du style. Maldinet écrit, je cite, « Le comment de la présence, s'exposant à son pouvoir-être dans la moindre sensation, n'est exprimable que par un style. Le style, je cite toujours Maldinet, est au moment pathique ce que le sens est au moment gnosique. Par le style, nous sommes en prise sur l'art, par lui, nous avons prise sur le moment pathique du sentir. Et nous pouvons le comprendre en l'articulant selon son sens, parce qu'il est articulé dans l'espace et le temps d'une œuvre. » La sensation est donc, je reprends ce que je disais pour que ça soit bien clair, la sensation est donc non pas être au monde, mais être avec le monde. Être avec le monde, c'est être, pour ainsi dire, dans ce rapport, duel à la fois d'abandon et de recueil. Et ce rapport duel ne s'équilibre précisément que dans un style où requiert précisément le style, c'est-à-dire requiert un comment. Seul le style, ou plus exactement un certain style, c'est-à-dire un certain rapport du maniaque et du dépressif, puisque c'est ça le style, une certaine modalité du schizophrénique, puisque précisément le rapport du maniaque et du dépressif, c'est précisément ce qui est en jeu dans le schizophrénique, libère un accès au moment pathique de la sensation. Comme le note Maldinet dans Psychose et présence, dont on a parlé, même la pensée qui court-circuite la sensation, qui en manque la vérité, comme le fait la pensée de Hegel, n'est pas vraiment dépressive, effectivement c'est juste, mais, Maldinet écrit présent, de style dépressif. C'est-à-dire réalise encore un certain style, exprime sous une certaine forme la tension du maniaque et du dépressif immanente à la sensation. Par là s'éclaire la critique de la chair au centre même du chapitre 7 de Qu'est-ce que la philosophie ? Je cite, les formules sont connues, la chair n'est pas la sensation, trop tendre est la chair, etc. Je paraphrase, incapable de porter le percept et l'affect, de constituer l'être de sensation, c'est elle, la chair, qui doit être portée et passer dans d'autres puissances de vie, etc. Ce qui manque à la chair, ce qu'elle requiert encore pour que la sensation fasse bloc, pour qu'elle-même tienne debout, c'est le style. Seul le style constitue l'être de la sensation. La chair ne saurait constituer la fondation du monde ou sa base immuable. Et c'est d'ailleurs avec la critique de la chair, l'idée même d'une telle base qui s'effondre. Dans le doute de Cézanne, Merleau-Ponty notait que, je cite, la peinture de Cézanne révèle le fond de nature inhumaine sur lequel l'homme s'installe, tout ça est connu par cœur. C'est pourquoi ces personnages sont étranges et comme vus par un être d'une autre espèce. La nature elle-même est dépouillée des attributs qui la préparent pour des communions animistes. Fin de citation. Ce fond de nature inhumaine communie les espèces, qui libère des passages transspécifiques, ce fond, pour ainsi dire, des sens chamaniques, c'est bien également pour Deleuze la chair, comme, je cite, zone objective d'indiscernabilité, d'indécidabilité entre l'homme et l'animal. La chair comme viande. Je cite encore, zone commune de l'homme et de la bête, se révèle donc par le détachement mutuel de la chair comme matériau corporel de la figure et des os comme structure matérielle du corps. Dès lors que, les deux mis à part l'un de l'autre, la chair descend le long des os. Avec Maldinet, c'est Schelling qui envahit à présent le texte deleuzien. La critique de la chair, en mobilisant la métaphysique schellingienne du Grund, du fond, engage une critique radicale de la phénoménologie comme entreprise de fondation. La chair-viande, zone d'indiscernabilité de l'humain et de l'animal, où s'origine tout devenir animal, je dis bien s'origine car il faut encore le style pour qu'il ait effectivement lieu, point à l'infini qui précède immédiatement la différenciation naturelle d'Achab et de Moby Dick, de l'homme et de l'animal anomal, la chair exprime ce que Maldinet appelle, je cite, le pouvoir du fond. Urgrund ou Ungrund, fond qui n'est pas encore fond,
Pour atteindre à cette zone, pardon, d'accord, j'ai carrément perdu. Pour atteindre à cette zone, je cite Maldinet, il faut la puissance pardon, je cite Deleuze. Pour atteindre à cette zone, et c'est là l'invasion du lexique schellingien, pour atteindre à cette zone, il faut la puissance d'un fond capable de dissoudre les formes et d'imposer l'existence d'une telle zone où l'on ne sait plus qui est animal et qui est humain. Mais cette puissance du fond, cette puissance de l'Urgrund, qui est sa puissance de brouillage et d'indiscernabilité, n'apparaît elle-même et ne se constitue que dans et par le mouvement de ce que Maldinet appelle la fondation ou le fondement, pour les distinguer du fond. Tout simplement, et sans entrer dans la logique complexe de l'ajointement de l'être comme fond et comme existence chez Schelling, je dirais ceci: la puissance du fond ou de la chair-viande, comme zone d'indiscernabilité et de devenir animaux, n'est elle-même libérée que par la surrection de l'œuvre, l'articulation spatio-temporelle de la chair qui fait exister le fond, qui fait exister l'Urgrund comme Grund, c'est-à-dire opère la fondation et le fondement. Le fondement qui n'est donc pas une base, mais une opération, un comment ou un style. Complétons la citation que nous venons de faire de Deleuze: pour atteindre à la zone d'indiscernabilité au devenir animal, je cite de nouveau, il faut la puissance d'un fond capable de dissoudre les formes et d'imposer l'existence d'une telle zone où l'on ne sait plus qui est animal et qui est humain. Fin de la citation que j'avais lue tout à l'heure. Parce que quelque chose se dresse comme le triomphe ou le monument de leur indistinction. Fin de citation. Une surrection dont n'est pas capable la chair seule, qu'elle ne peut pas porter. Pour cela, je cite encore, il faut que l'artiste, je cite Deleuze, il faut que l'artiste crée les procédés et matériaux syntaxiques ou plastiques nécessaires à une si grande entreprise qui recrée partout les marécages primitifs de la vie. On ne retourne pas en deçà de l'humanité constituée, comme pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty, comme si l'on retrouvait, je cite Deleuze, en termes de ressemblance, la persistance d'un homme bestial ou primitif sous le civilisé. Je cite encore Deleuze, c'est dans les milieux tempérés de notre civilisation qu'agissent et prospèrent actuellement les zones équatoriales ou glaciaires qui se dérobent à la différence des genres, des sexes, des ordres et des règles. Fin de citation. Pour qu'existe le fond, pour que le fond soit fond, il faut une fondation, un fondement. Ce fondement, cette fondation, par quoi donc le fond est fond, c'est précisément le rythme. C'est-à-dire l'articulation dans l'œuvre du double mouvement d'exaltation diastolique et de recueillement systolique, d'abandon au monde et de recueil du monde, d'enveloppement et de détachement qui caractérise en propre le moment pathique. C'est ce double mouvement, l'aspire, respire des facteurs pulsionnels polarisés M et D, qui tient la chair, pas l'os. Pour Maldinet comme pour Deleuze, c'est le rythme, donc, et non la chair, c'est-à-dire c'est l'agencement stylistique dans lequel entre la chair qui est fondateur, qui est fondement, sans être le fond. Immédiatement à la suite de la remarque critique sur la chair au centre du dispositif d'écriture du chapitre 7 de Qu'est-ce que la philosophie, Deleuze suit presque à la lettre le texte de Maldinet, L'art et le pouvoir du fond. En effet, je paraphrase et je cite, pour que la chair tienne, il faut encore, outre la chair, deux autres éléments. Ce qui fait que Deleuze en comptabilise trois. Ces deux éléments, c'est d'un côté la maison, l'armature, qui n'est pas l'ossature, la jonction des pans ou des plans, de l'autre côté, l'univers, le cosmos, l'aplat, le vide coloré. Or, ces deux éléments, ce sont également les deux moments de la peinture cézannienne chez Maldinet. La jonction des mains errantes par laquelle les sensations confuses se condensent égoïstiquement dans le dessin en forme définie, le moment systolique. L'éruption expansive de la couleur, le libre règne de la lumière, l'étreinte desserrée, le second moment, le moment diastolique. Ces deux moments de l'être pictural cézannien sont aussi,
je cite Maldinet, les deux dimensions schellingiennes de l'être, les deux moments d'une cosmogénèse, l'Eigenwille, le vouloir du fondement, d'une part, et d'autre part, le vouloir de l'amour, identique chez Cézanne au vouloir de la lumière, d'après l'interprétation qu'en donne Maldinet. Le mal, en allemand, hein, voilà du Denkmal, hein, le tableau, je traduirais dans la problématique qui est celle de la critique adressée par Deleuze à la chair droite, la chair qui tient, hein, sans os, hein, c'est ce qui résulte précisément de la tension équilibre des œufs, des deux. Ça, c'est le corps sans organe qui est pas loin derrière. Cet équilibre en tension reçoit la même définition en 91 qu'en 1980. 91, c'est qu'est-ce que la philosophie, et 81, c'est le Bacon. À savoir, je cite, tension de la chair et de l'aplat, des coulées de tons rompus et de la plage infinie d'une pure couleur homogène, vive et saturée. Évanouissement du corps dans l'aplat et torsion de l'aplat dans la zone d'indiscernibilité du corps, c'est-à-dire celle qui est précisément enserrée et déterminée par la maison, par le recoupement des plans. Une tension qui, selon les termes du Bacon, constitue par-delà les différentes approches ambiguës du corps sans organes, c'est-à-dire les différentes modalités du comment, hein, la question comment se faire un corps sans organes, l'alcool, la drogue, la schizophrénie, le sadomasochisme, etc. Ce qui constitue donc, par-delà les différentes approches du corps sans organes, la réalité vivante, c'est l'expression qu'il emploie, du corps sans organes, qui peut être nommée hystérie. L'être de la sensation n'est donc pas la chair, mais ce composé de force, cette réalité vivante, hystérique, que réalise la peinture comme procédé et comme style. De là, le doute de Bacon, évoqué par Deleuze dans le chapitre 7 donc de la logique de la sensation, son livre sur Bacon, précisément chapitre 7 qui porte comme titre Hystérie, en miroir du doute de Cézanne de Merleau-Ponty, le doute n'est pas la suspicion d'une maladie, d'une malformation, mais l'hésitation sur une pratique, sur la vanité ou l'échec d'un procédé, c'est-à-dire de la maladie ou de l'hystérie comme procédé, comme style, pensant à sa reprise hystérisée et hystérisante du portrait d'Innocent X par Velázquez, Bacon se demande en effet s'il fallait porter en plein jour ce rapport de la peinture avec l'hystérie en refusant à la fois la voie figurative et la voie abstraite. Il se demande si tout n'était pas infiniment mieux chez Velázquez, où la présence est contenue. Voilà. Merci. On commence avec les questions. J'en ai une d'éclaircissement. Vous semblez parfois mettre sur le même plan les troubles de l'humeur, donc le vecteur C, qu'ils ont dit, vecteur du contact, dépressif, manie. Et il me semble que là, effectivement, Maldinet a dit des choses extraordinaires. En revanche, je pense que Deleuze est plutôt du côté du SCH, plutôt du côté de... Et que Maldinet montre bien qu'il peut y avoir un traitement dissocié de la dépression chez un schizophrène, hein, c'est ce qu'il appelle la dépression existentielle, ou Lancôme dit la dépression vitale, alors que Deleuze n'est pas du tout là-dedans. Il me semble qu'elle est là, la ligne, le partage. Oui. Alors sûrement, ce que je veux dire, c'est que, comment dire, des lignes de partage, j'ai essayé d'en dessiner, mais il faudrait un travail quasi chirurgical, enfin sur le texte deleuzien. Hein, donc, bon, pour l'instant, effectivement, ce qui m'est apparu, c'est la manière dont, comment dire, Deleuze ouvrait en quelque sorte la porte, alors à l'excès, mais à travers cela, peut-être plus que cela, de Maldinet. J'ai, comment dire, ouvert en grand la porte, j'ai peut-être enlevé la porte pour faire entrer chez lui avec Maldinet. Alors peut-être pour mettre effectivement
en difficulté Deleuze, enfin sur certains points. Je ne cherche pas à mettre en difficulté Deleuze, mais on peut rappeler, parce que c'est pas très connu ici, que Maldinet allait, quand il était à Lyon, il a enseigné la majeure partie de sa carrière à Lyon, il allait avec des représentations, avec des toiles, des reproductions de Matisse ou de Cézanne, travailler avec des psychotiques. Ce que je ne savais pas. Voilà. Il allait travailler avec des psychotiques et il y a dans son œuvre des témoignages de ce qui se passe. Quand je dis mettre en difficulté, c'est pas sur le plan théorique, c'est que Deleuze, lui, n'a jamais eu de contact avec des psychotiques ou des schizophrènes. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, c'est-à-dire que je veux dire. Voilà. Oui. Et d'une certaine manière, la lecture que je fais, elle est à peu près celle-là. C'est-à-dire, ce qui m'a assez frappé, je me suis dit, au fond, comment est-ce qu'il a pu écrire avec Guattari? Il a pu écrire avec Guattari tout simplement parce qu'il écrivait déjà comme ça avec d'autres. Non, c'est Guattari qui voyait les schizophrènes. Voilà. Mais on a le même rapport ici. Oui. C'est-à-dire qu'il fait entrer Maldinet. Voilà, Maldinet, lui, il y a un rapport, concret à la psychiatrie, à la clinique, etc. Mais bon. Non, juste pour appuyer le fait qu'effectivement il faut lire Maldinet. Voilà, il faut lire Maldinet. Impérativement, parce que d'ici demain, il y a quelque chose d'absolument frappant. Quand on lit la plupart des ouvrages sur Deleuze, voire sur l'esthétique deleuzienne, où là c'est encore pire. Maldinet est un peu vaguement cité parce que forcément il apparaît dans les notes, mais le travail n'est pas fait, en fait, je veux dire, de la construction qui est faite à partir et avec Maldinet. Ça, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne ne veut défendre Merleau-Ponty, la chair. En tout cas, on remercie le conférencier pour cet après-midi.